Aujourd'hui, dans ce webinaire, on est ravis d'accueillir Émilie et Marianne qui viennent partager avec nous ce que ce cheminement systémique a permis et généré au sein de l'organisation pour essayer de répondre de leur point de vue situé à cette question relativement simple sur un sujet complexe. Finalement, ça sert à quoi? Et tout ça va être animé par Cyril, à qui je laisse la parole. Bienvenue à toutes et à tous. Merci Marion, bienvenue tout le monde. Très content d'être avec vous toutes et tous à la fraîche ce matin avant de commencer à bouillir à petit feu par cette journée caniculaire. Effectivement, on va essayer aujourd'hui avec Émilie et Marianne qui vont se présenter dans quelques minutes, on va essayer de tirer les fils de la manière dont l'approche systémique pour elle peut faire bouger, renforcer, confirmer, bifurquer éventuellement des enjeux à trois niveaux, au niveau de leur compréhension des problèmes, de la stratégie, de leur positionnement, premier niveau, au niveau des programmes, des actions qu'elles mènent dans leurs associations éventuellement, et puis qu'est-ce que ça peut amener comme défi, comme transformation au niveau de l'organisation en termes de compétences, de rôle, d'équipe, etc. Mais peut-être avant ça, je vais juste prendre, disons, 2 minutes, c'est mon défi, pour parler un tout petit peu plus de ce qu'on entend, nous, derrière l'approche systémique dans l'intérêt général. On ne peut pas partir du principe que tout le monde a vu tous les webinaires et est complètement accoquiné à ces sujets. Donc, on va prendre 2 minutes là-dessus. Comme le disait Marion, les problèmes sociétaux auxquels on fait face sont éminemment complexes. On ne peut pas considérer que c'est des problèmes simple, avec quelques causes identifiables sur lesquelles on pourrait agir de manière assez univoque et certaine. Les problèmes simples, probablement qu'on les a résolus, et du coup, ça ne sont plus des problèmes. Ce qui reste, c'est des situations bloquées, c'est des problèmes complexes en général. Et par complexe, qu'on entend, c'est que ils sont probablement, très certainement, multidimensionnels. Ça, on le verra, je pense, un peu avec les témoignages, donc qui peuvent mélanger des aspects de croyances, de comportement, d'infrastructures, de règles, des dimensions psychologiques, économiques, politiques, géopolitiques, géographiques, biologiques. Ils sont certainement multidimensionnels, ils sont certainement multiniveaux, c'est-à-dire qu'il y a des influences à différentes échelles entre des enjeux individuels, territoriaux, collectifs, à des échelles plus ou moins grandes, nationaux, voire internationaux. Certainement que c'est des problèmes dans lesquels les choses sont imbriquées. A entraîne B et B entraîne A. Donc c'est voilà, en fait, c'est des espèces de boucles. On est pris dans des boucles. Il y a de la rétroaction, il y a de la récursivité. Euh, c'est des problèmes qui ont aussi toute leur part d'ambivalence. Il y a rarement des choix évidents qui n'ont que des bénéfices qu'on peut faire. Parfois, on a affaire à des choix qui ont leur lot de bénéfices et d'inconvénients, et puis en fait, on doit composer avec des choses qui peuvent être contradictoires. Bref, c'est un peu ça, la grammaire des problèmes complexes. Je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus. Je pense qu'on a déjà partagé pas mal de contenu sur ces sujets, mais je voulais juste un micro-rappel. Et du coup, ben, le défi que ça pose aux organisations d'intérêt général, c'est, je vais caricaturer, mais en gros, tout nous pousse à avoir des réponses assez simples, localisées, avec des objectifs assez précis, un peu isolés en silo. Avec une logique assez solutionniste. On pousse une solution en partant du principe qu'elle a l'impact, que cet impact est quasiment forcément positif. En tout cas, c'est ce qu'on regarde et ce qu'on valorise. Et du coup, comme le rappelait Marion, je vais arrêter là-dessus. Nous, notre défi, c'est d'essayer d'amener des éléments de la pensée complexe, de l'approche systémique, dans la pratique associative, dans la pratique des acteurs d'intérêt général, plus largement, pas que les associations, mais en le faisant atterrir, parce que c'est facile, avec des gros mots, de dire, allez, homéostasie, récursivité, je ne sais quoi, d'avoir un discours très hors sol et que ça soit pas opérationnalisable, que ça soit pas quelque chose que les personnes sur le terrain, les dirigeants, les équipes puissent se saisir. Donc nous, tout notre travail, c'est d'aller voir un peu cette grammaire-là de la complexité, de l'approche systémique, et d'essayer de la tester, de la faire atterrir dans notamment le champ d'action associative, mais comme le rappelait Marion, pas que, parce que les assos bossent pas toutes seules dans leur coin, elles bossent en interaction. Et du coup, on essaye de faire atterrir ça, notre défi, et ce sera mon mot de conclusion sur ce petit laïus introductif. Notre défi, c'est d'essayer de proposer des éléments d'une nouvelle professionnalité pour les associations, donc quelque chose de global. Quelles sont les pratiques, les postures que suppose le fait de faire face à des problèmes complexes et de naviguer là-dedans, mais aussi quelles sont les compétences nécessaires,
Quelle est la place qu'on pense avoir dans les résolutions de ces problèmes? Quelles sont les questions éthiques que ça pose? Donc en fait, notre opinion, c'est que cette complexité euh, questionne notre manière de faire nos métiers, notre professionnalité en sens large. Pas que notre métier, nos pratiques, mais également, comme je disais, des postures, des questions éthiques, une vision de notre propre place et notre propre contribution, des compétences, etc. Voilà, c'était très rapide. J'espère que c'était pas trop abscon pour autant. Aujourd'hui, on a la chance du coup d'avoir Émilie Schmidt d'Active Action et Marianne Figarol de POA. On les invite aujourd'hui parce qu'elles ont cheminé avec nous dans un programme expérimental qu'on appelle le petit nom, c'est la colo. Le petit nom en interne, donc c'est des pirates d'ailleurs, notre petit vocabulaire, c'est des pirates de la colo. Elles ont cheminé avec nous pendant plus de 6 mois. On échange par ailleurs depuis un certain temps ensemble. Donc c'est un compagnonnage au long cours, mais le but de ce webinaire, c'est pas d'aller raconter à quel point la colo c'est génial ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. La colo c'est expérimental, c'est pas une réponse à tous les problèmes, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de vos structures et de la manière dont l'approche systémique, comment vous l'avez attrapé, qu'est-ce que ça peut transformer, mais sans langue de bois, en parlant aussi éventuellement des galères, des difficultés, etc. Mais je vais peut-être vous laisser vous présenter en quelques minutes. Je ne sais pas laquelle de vous deux veut commencer. Allez, Émilie, tu es la plus à côté de ma vignette, donc je te propose de prendre la parole et de te présenter toi et ta structure en quelques mots. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Cyril le disait, Émilie Schmidt, je suis une des cofondatrices de l'association Active Action et je dirige actuellement l'Active Lab, donc le laboratoire d'innovation qu'on a créé en interne. Peut-être rapidement sur Active Action, c'est une association qu'on a créée en 2014 avec justement la vision de complètement transformer la période de recherche d'emploi en une période qui soit constructive pour l'individu et pour la société. Et donc voilà, c'est notamment pour ça que tous les aspects systémiques nous intéressent beaucoup depuis très longtemps. Parce que justement, la question de la recherche d'emploi, on voit bien que ça ne touche pas que les personnes en recherche d'emploi, c'est vraiment un sujet, une enfin, c'est un sujet très complexe qui touche beaucoup d'acteurs, alors que souvent, on va dire, en tout cas notamment il y a 12 ans maintenant, c'était un sujet qui était traité avec un seul prisme et nous, ce qu'on a voulu aussi apporter, c'était l'aspect prendre en compte la santé mentale des personnes en recherche d'emploi pendant cette période. Et c'est ça qui nous a amené petit à petit à rentrer dans l'aspect très systémique de ce sujet. Mais du coup, je vais pas en dire plus parce que je pense qu'on va dérouler après. Merci, Émilie. Marianne, tu veux prendre la suite pour cette petite présentation? Oui, carrément. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, c'est Marianne. Je suis une des cofondatrices de l'association POA. Nous, on s'est créé en 2019. Donc, on a eu 7 ans il n'y a pas longtemps. Et on est un collectif où on s'est rassemblés autour d'une question. On était toutes et tous un peu accompagnants de jeunes dans différents métiers, dans le social, dans l'insertion, dans les RH. Et on avait, je vais dire toutes parce qu'on est quand même essentiellement des femmes, ça sera plus simple. Et on avait tout un peu le même constat de se dire, il y a beaucoup de gens professionnellement, bénévolement, qui sont solidaires des jeunes. Il y a beaucoup d'énergie qui sont déployées et pour autant, ben, il y a toujours plus de jeunes qui viennent frapper à nos portes, certains qu'on laisse sur le côté. Donc il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire collectivement. Comment on peut ne pas être une énième initiative jeunesse puisqu'il y a déjà toute cette énergie, mais essayer de donner de la force, de renforcer, de comprendre ce qui bloque et de faire bouger les lignes pour faire en sorte qu'on arrive vraiment à proposer des accompagnements à la hauteur des enjeux aux jeunes les plus fragilisés par la société et le monde du travail tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est un peu le défi qu'on s'est posé. On avait une intuition qui était, on va dire, un peu systémique, mais quand même encore bien teintée de solutionnisme, puisque nous, on se disait, tiens, on a développé des pédagogies qui se ressemblent un peu et qui ont l'air de fonctionner, puisqu'on arrive à vraiment bien écouter les jeunes, libérer la parole, les remobiliser. Il y a quelque chose à faire. On entendait des jeunes qui nous disaient qu'ils avaient une expérience des accompagnements qui n'étaient pas toujours positifs. Donc on se dit, tiens, il y a peut-être un truc à transmettre pour arriver à transformer la manière dont on les accompagne. De l'autre côté, on avait des pros qui nous disaient être quand même pas mal en recherche de solutions, qui savaient plus trop comment faire avec les jeunes. Donc on s'est dit, tiens, ben, on va transmettre nos pédagogies, mieux outiller les professionnels et ça va déjà être une partie de la réponse. 7 ans plus tard, on se rend compte que le problème était encore plus complexe que, que ce qu'on pensait et qu'il y a en fait beaucoup
de souffrance et d'injonctions contradictoires à tous les niveaux de ce système-là qui font que ben, les jeunes sont en souffrance, les professionnels sont en souffrance, les organisations jeunesse sont en souffrance. Et donc, c'est ça qu'on on a un peu pivoté et qu'on essaye de travailler maintenant plus en nuance, plus en profondeur, de se dire comment on peut être un réel soutien, faire en sorte que ce tissu un peu de solidarité autour des jeunes s'effondre pas, parce que comme pour les sujets éducation, santé, là, on a tout un système autour du social, de l'éducation, de la jeunesse qui est en grande, grande, grande fragilité et qui menace un peu de s'effondrer. Donc, voilà, c'est à ça qu'on essaye de contribuer. Et donc, les outils de l'approche systémique nous ont pas mal éclairés. On va en discuter pour déplier un peu à la fois le problème et puis trouver, re-questionner un peu plus habilement, on va dire, notre place et notre rôle dans tout ça. Merci Marianne. Bah, du coup, peut-être on n'a pas forcément défini dans quel ordre qui interviendrait, mais peut-être qu'on peut te laisser la parole, Marianne. Tu t'évoquais du coup très rapidement le fait que vous aviez des intuitions que les enjeux étaient systémiques, mais une approche qui a pu peut-être, j'utilise tes mots, qui a pu peut-être être un peu teintée de solutionniste. Qu'est-ce que tu entends par là? En quoi, en fait, quand tu parles de la transmission de pédagogie et d'outils, c'est probablement utile mais insuffisant, voire, j'en sais rien, est-ce que par endroit, ça peut même être contre-productif. En fait, à partir de quel constat est-ce que vous vous êtes dit ça? Et du coup, on développera ensuite, mais qu'est-ce que ça vous a amené à transformer quand tu parlais un peu de pivot? Qu'est-ce qui a bougé? Mais peut-être dans un premier temps, c'est quoi cette logique un peu solutionniste que vous avez pu en partie avoir? On en a tous un peu, je pense. Pourquoi d'ailleurs? En quoi est-ce qu'elle est utile et peut-être insuffisante? Oui, carrément. J'invalide pas, hein, enfin, c'est ce que tu dis, ça reste utile. Nous, là, on voit qu'il y a effectivement une recherche d'outils, qu'il y a beaucoup de tensions sur le terrain, de professionnels et même plus largement de pères aidants, de bénévoles qui comprennent plus trop les besoins des jeunes, qui savent plus trop faire face à tant de précarité, à une complexité de situation qui est vraiment énorme et donc renforcer les savoir-faire, transmettre des outils pédagogiques qui fonctionnent, ça reste clairement utile et nécessaire. Mais en fait, nous, on se rendait compte qu'on avait beau open sourcer nos méthodes, les transmettre de plein de manières différentes. On a été très, très opportunistes. On a pris un peu tous les intervalles, tous les interstices, toutes les opportunités de collaboration qu'on avait. Avec plein d'acteurs très différents, plein de territoires très différents. Et donc, on a essayé quand même pas mal de choses. On se rendait compte qu'on transmettait des outils, qui avaient de l'adhésion, que ça fonctionnait auprès des jeunes qui étaient accompagnés par ces structures et que pour autant, ils nous disaient, en fait, on n'arrive pas à les mettre en place, on n'arrive pas à s'en saisir complètement. Et c'est ça qu'on a essayé d'écouter. Et très vite, on s'est rendu compte, puisqu'on a fait un peu la même chose qu'avec les jeunes, on a, avec les professionnels, des pédagogies très conversationnelles, qui partent vraiment d'eux, qui se font toujours en collectif. Et donc, on libère beaucoup la parole aussi. Et on se rendait compte qu'il y avait un peu ce sentiment d'empêchement de faire son travail comme on aimerait le faire et comme on pense qu'il devrait être fait. Et que ces sentiments d'empêchement, en fait, ils recouvraient plein de choses, à la fois je pense, des choses qui se jouent au niveau de l'individu, quoi, ma posture, comment je me positionne, qu'est-ce que je comprends de mon rôle, et c'est quoi mon rapport d'aide, où c'est que je trouve la bonne limite. Enfin voilà, qu'il y avait des choses qui étaient vraiment attenantes aux individus, qu'il y avait des choses qui étaient assez organisationnel. En fait, il y a eu des grosses réformes managériales dans le secteur de la jeunesse et donc maintenant il y a quand même pas mal d'objectifs, d'enjeux de faire du volume, de recherche de sorties positives qui sont pas toujours compatibles avec le rythme des jeunes, notamment pour celles et ceux qui ont été assez fragilisés dans leur parcours ou dans des moments de grande vulnérabilité. Donc ces défis organisationnels-là, en fait, ils peuvent bloquer les professionnels, mais on les trouvait quand même toujours un peu les mêmes défis dans les organisations. Et donc, il y a peut-être une couche de plus à aller interroger. Et donc, c'est ça qu'on est en train de regarder, qu'est-ce qui se répète un petit peu, et pour les personnes et pour les organisations qui peuvent traiter d'une manière de faire, de croyances, de problèmes structurels un peu plus importants. Et donc, c'est ça qu'on co-construit depuis quelques années avec tous les acteurs du système. Et nous, c'est ce qui nous a fait un peu bouger, de se dire, bah, en fait, c'est chouette de transmettre des pédagogies, mais si elles sont jamais utilisées, bon, voilà. Et puis aussi de se dire, il y a quand même vraiment de la compétence
sur le terrain. Et donc, il y a plutôt quelque chose à libérer que vraiment quelque chose à transmettre. Et donc, c'est un peu cette bascule qu'on a fait de se dire, nous, il faut en fait qu'on trouve les moyens d'incapacité de soutenir les professionnels qui sont en première ligne et qui ont plein de ressources pour arriver à faire que eux soient en capacité de faire leur travail. Et c'est un peu ce pari qu'on a reformulé et qu'on a assumé de se dire, bah, en gros, si on a des professionnels qui vont mal, on a peu de chances d'avoir des jeunes qui vont bien derrière, alors que si on a des professionnels qui vont bien et qui se sentent en capacité d'agir, on a quand même plus de chances d'arriver collectivement à résoudre ce problème. Donc c'est ça ce pivot qu'on a fait. On continue à transmettre des pédagogies, mais on essaye de passer encore plus de temps et beaucoup plus de temps à aussi déverrouiller les petits nœuds individuels, organisationnels et peut-être même structurels, politiques qui peuvent empêcher l'action des professionnels. Merci Marianne. On reviendra effectivement sur la manière dont vous essayez de porter ces actions-là. Peut-être pendant le webinaire, je vais m'amuser à glisser je sais pas si c'est apport théorique, mais quelques éclairages sur ce que vous dites. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, là, tu décris typiquement quelque chose qui est relativement, enfin, c'est une boucle, c'est récursif en fait. C'est que amener des outils dans des organisations qui ont trop de contraintes et d'empêchements va avoir ses limites. Et en même temps, comme tu dis, bah, vous continuez à amener ces outils parce que bah, probablement que les outils peuvent aussi permettre de créer des marges de manœuvre. Et du coup, il y a un jeu entre les individus, les organisations, voire des échelles plus grandes. Et il n'y a pas forcément un de ces niveaux qui est plus important que l'autre. J'ai pas l'impression que c'est ce que tu dis. En revanche, si plusieurs niveaux sont bloqués, agir à un niveau aura forcément des limites. Et ça, il y a quelque chose de l'ordre de la récursivité. En fait, au bout d'un moment, si tout le monde va mal à toutes les échelles, ben, ou qu'on appuie, entre guillemets, ça va rester bloqué. Et du coup, il faut essayer de créer des brèches à différents endroits. Et l'enjeu, c'est comment les articuler. Ça ne veut pas dire qu'il faut être partout, mais l'enjeu, c'est comment les articuler. Je note aussi quelque chose que tu as formulé qui est assez important, en tout cas dans certaines écoles de l'approche systémique, notamment chez Palo Alto. Tu disais, on essaie d'observer ce qui se répète. Souvent, en fait, on identifie effectivement les blocages en étant attentif pour reprendre les mots d'Olivier Millet qu'on fait intervenir dans nos colos, qui est il se dit jardinier relationnel. Il dit, c'est dans la grammaire de Palo Alto, on va regarder dans la banalité du quotidien les choses qui se répètent. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin d'aller essayer d'intellectualiser les grandes causes, on va essayer de voir vraiment les situations qui se répètent. Et ces situations qui se répètent, elles sont en fait des indices très intéressants pour essayer de comprendre ce qui se cristallise, des dynamiques à l'œuvre, des boucles dans lesquelles on est bloqué, des situations bloquées. Et c'est intéressant que tu aies assez spontanément utilisé ces mots en disant, bon, on va observer ce qui se répète, ce qui se joue, peut-être en changeant de niveau, en observant à différents endroits. Mais je vais peut-être passer la parole à Émilie. À mon avis, il y aura pas mal de résonance en termes de manière dont vous voyez les choses. Comment Émilie, de votre côté, dans quelle mesure est-ce que mettre des lunettes systémiques, et attention, je prends bien soin de dire, je prétends pas que vous n'aviez pas de lunettes systémiques et que en travaillant ensemble, vous les avez mises, hein. C'est pas ce que je dis, mais globalement, le fait d'avoir cette approche systémique de vos situations et de vos organisations, et, Émilie, qu'est-ce que ça t'a amené peut-être à affiner dans la compréhension des problèmes auxquels vous vous confrontez, et du coup, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence stratégique pour Active Action? Oui, bah en fait nous comme notre objectif de base c'était de se dire en fait comment est-ce que on fait pour que les personnes enfin pour réduire les risques psychosociaux liés au chômage, on a dû se poser la question de bah, en fait qu'est-ce qui génère ces coûts sociaux. Et en fait en se posant cette question-là, en fait on a recréé en fait un espèce de schéma de bah, qu'est-ce qui fait que les gens vivent mal cette période. Alors même que finalement les choix économiques et politiques qui ont été faits font que une majorité de personnes aujourd'hui va vivre une période de recherche d'emploi. D'ailleurs, entre le moment où on a commencé Activation, donc il y a 12 ans, et aujourd'hui, cette proportion, elle a augmenté. Aujourd'hui, on a un chiffre, c'est un actif sur deux. Donc 50% des Français qui ont déjà vécu une période de recherche d'emploi dans leur vie. Et ça va encore plus augmenter avec le temps, étant donné le fait qu'on n'est plus sur des carrières linéaires, etc. Et donc en fait, l'idée, c'était de se dire comment est-ce que finalement une expérience majoritaire
enfin la société crée une expérience, on va dire majoritaire, mais qui génère des coûts sociaux. Et donc on avait envie de comprendre bah, d'où ça vient. Donc on a créé, enfin le fait de mettre en fait un- des lunettes systémiques, comme tu dis, ça nous permet en fait de créer un peu des schémas, d'essayer de comprendre les influences. Donc finalement, qu'est-ce qui influence les capacités des personnes à se sentir, se sentir en capacité de trouver un emploi. Donc ben, comme tu l'as dit, Marianne, il y avait la question de la posture des accompagnateurs vers l'emploi, où ça, on a vraiment vu que ça avait un impact, mais il y avait aussi la posture des recruteurs, des entreprises, les représentations sociales. Donc en fait, comment est-ce que mes amis, ma famille perçoivent la question de la recherche d'emploi. Et en fait, après, on s'est dit, bah, en fait, qu'est-ce qui influence? C'est ça. Et donc en fait, on est revenu comme ça. Et donc bon, le politique arrive aussi à la fin de la boucle. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, en faisant ça, en ayant des cadres de pensée systémiques, ça nous permet d'un peu de schématiser, mais ça nous permet aussi de voir que les influences, elles vont dans les deux sens en fait. Finalement, la manière dont le politique va avoir une influence sur les accompagnateurs vers l'emploi, dans comment ils financent finalement ces accompagnateurs-là, ça va avoir un impact sur le vécu des personnes en recherche d'emploi. Mais finalement, les acteurs terrain comme nous, comme POA et comme plein d'autres, en montrant comment c'est possible de faire différemment, on peut aussi influencer les politiques publiques. Parce qu'on a bien vu en fait que, bah, par exemple, au sein d'Active Action, certes, on accompagne les personnes en recherche d'emploi, mais on a aussi ce prisme comme POA d'accompagner les personnes, les accompagnateurs vers l'emploi. Et en fait, du coup, on forme, on outille aussi des personnes qui vont après elles-mêmes être plus à même de toucher d'autres personnes en recherche d'emploi. Et donc, en fait, je trouve que voilà, ça crée cette influence-là. Finalement, nous, ce que ça nous a aussi apporté, ces lunettes systémiques, c'était aussi de pouvoir mieux montrer à quel point finalement le coût social du chômage, c'est pas qu'une question de personnes en recherche d'emploi. En fait, ça a un impact sur la cohésion sociale, ça a un impact sur la performance économique et sur la démocratie. Et ça, il y a 12 ans, c'était hyper difficile de l'affirmer parce qu'il n'y avait pas forcément de données et pas forcément ces cadres de pensée. Et en fait, le fait d'avoir ces cadres de pensée, ça nous permet en fait de mieux montrer les liens qu'il y a. Et d'ailleurs, bah, notamment au sein du lab, on a pris la décision de créer une enquête sur le lien entre finalement les processus de recrutement, enfin la manière dont on vit son chômage, les processus de recrutement et l'envie d'engagement citoyen. Et donc, un des chiffres qu'on a eu, c'est que donc, il y avait quand même 9 personnes sur 10 qui avaient déjà vécu des recrutements qu'ils ont ressentis comme négatifs et comme euh, non respectueux, voire discriminants. Et parmi la population qui avait envie de s'engager en tant que citoyen, donc aller voter, donner son sang, être bénévole dans une association, etc., il y a 37% d'entre eux qui nous ont dit avoir renoncé à cette envie d'engagement citoyen. Donc c'est beaucoup. Et nous, enfin voilà, nous c'était sur une petite population de 200 personnes qu'on a fait ça, mais donc potentiellement à l'échelle de la société, c'est énorme en fait. Et donc ça montre bien que la question du chômage c'est pas qu'une question d'emploi en fait, c'est une question qui est bien plus large et bien plus justement systémique et qu'il y a des besoins de finalement d'agir quand on veut comment dire avoir un impact sur les enjeux d'emploi et de chômage. On voit bien qu'en fait il faut pas que parler aux personnes en recherche d'emploi, il faut pas que voilà avoir des programmes qui soient dédiés aux personnes en recherche d'emploi, il en faut. Parce que, il y a une vraie souffrance. Mais en fait, si on veut vraiment faire évoluer les choses, il faut aussi investir dans bah, la formation des accompagnateurs vers l'emploi, mais aussi la formation des recruteurs. Là, en l'occurrence, on l'a vu. Peut-être aussi qu'il faut penser le design des politiques publiques d'une autre manière pour qu'ils aient en tête les coûts sociaux que leur politique peut générer. Je prends comme exemple quand on s'est lancé donc dans les années début des années 2010, il y avait un choix qui était d'outsourcer l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi à des opérateurs privés de placement. Et certains de ces opérateurs en fait étaient rémunérés sur la durée de chômage des personnes qu'ils accompagnaient. Donc si les personnes retrouvaient un emploi en 6 mois, l'opérateur privé de placement avait 100% de sa prime. Si c'était en 9 mois, il y avait un petit peu moins, en 12 mois encore un petit peu moins, etc. Et donc ça, c'est un choix politique qui est fait.
et qui structure l'accompagnement. Et en fait, nous, on s'est retrouvés dans notre association à accompagner des personnes qui avaient été accompagnées par des opérateurs de place privés de placement et qui s'étaient senties très pressurisées par ce mode d'accompagnement. Et en fait, ça avait augmenté les coûts sociaux, mais c'était invisible de la politique publique parce que c'était pas pris en compte. Voilà, donc ça c'est un peu un exemple de ce que la lunette systémique nous permet de faire. Et du coup, en tant qu'organisation, nous, ça nous a aussi poussé à investir plus dans la vulgarisation de ces concepts et le plaidoyer, et d'où le fait qu'on a créé l'Active Lab, mais toujours en voulant rester connecté finalement au terrain. Parce que je pense que justement ça c'est un des grands apprentissages aussi, c'est que en fait les deux se nourrissent. En fait il y en a pas un meilleur que l'autre, c'est qu'en fait on a besoin plutôt de créer plus de boucles de feedback, entre guillemets, entre le terrain et la partie les personnes qui finalement sont au pouvoir et peuvent avoir une influence sur le design de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, donc c'est un peu comme ça en termes de stratégie que ça nous a poussé finalement à investir dans un champ de recherche, en tout cas, enfin, de recherche-action et de plaidoyer. Merci Émilie. Hyper intéressant. Je reviens sur plusieurs éléments que tu as cités. Le premier, effectivement, c'est que déjà, tu utilises beaucoup le terme aussi. Et moi, j'aimerais juste tordre le cou à une idée qui parfois est un peu tenace. Parfois, on a tendance à confondre approche systémique et approche holistique. Juste regarder les ensembles. La systémique, c'est pas regarder les ensembles, c'est regarder les interactions entre les éléments, les interactions entre les parties et le tout. C'est pas juste regarder les effets d'ensemble ou regarder les plus grandes échelles. Et du coup, on a aussi, par conséquent, je pense, tendance à associer l'idée de changement systémique, si on veut vraiment changer les choses en profondeur, à l'idée qu'il faut modifier les politiques publiques ou faire passer une nouvelle loi ou changer des nouveaux récits, donc des choses assez hautes, entre guillemets. Or, sans dénigrer ces enjeux-là, là, tu insistes à la fin sur quelque chose qui est que si en fait on s'intéresse que à ce haut du spectre, entre guillemets, on risque d'être en grande partie hors sol et c'est pas forcément, les mécanismes de changement viennent pas forcément par le haut en fait. L'idée c'est d'essayer de sentir à un moment donné dans une situation qui semble bloquée, quels peuvent être les points d'intervention qui peuvent créer des marges de manœuvre, créer du mouvement, commencer à changer les choses. Et ça peut être souvent, c'est et. Ça peut être parfois en priorité, en fonction des conditions d'abord ou parce qu'on en est plus capable à un moment donné sur le terrain. Ça peut être aussi et avant, après, ça dépend plutôt à des échelles un peu plus hautes, grandes, entre guillemets, en influençant des politiques publiques. En tout cas, ce que tu soulignes là, c'est l'idée de se dire euh, on va pas signer l'échec du terrain en se disant en fait la seule manière de transformer les choses, c'est en transformant les politiques publiques. Ces politiques publiques, tu parlais de feedback, c'est comment elles se nourrissent d'expérimentation sur le terrain. Comment on crée en fait ce lien pour éviter d'avoir, si on a des réponses uniquement hautes à l'échelle par exemple des politiques publiques, on risque d'avoir des réponses qui vont être hors sol. Si on n'a que des réponses qui sont basées sur le terrain, on aura du mal à faire en sorte que ça transforme des cadres englobants qui contraignent quand même le terrain. Donc il y a toujours cet enjeu d'échelle avec lesquels jouer. Et je me rappelle, on va mettre le lien dans le chat, on a fait déjà un webinaire ensemble avec Émilie où tu explicitais, tu rentrais un peu plus dans le détail, parce que c'était l'objet plus du webinaire, sur l'influence entre ces différents niveaux. L'échelle individuelle, effectivement, souvent on traite ces problèmes sociétaux à l'échelle individuelle. Et d'ailleurs, pas que le chômage, beaucoup d'enjeux d'insertion, notamment, sont traités à l'échelle individuelle. Or, il y a des enjeux, ben, comme tu disais, le chômage crée une pression sur les individus, sur leur entourage, sur la société. Et du coup, il y a des enjeux à répondre à ces différentes échelles, mais surtout à l'articuler. Et après, du coup, la grande difficulté, c'est que quand on est une association d'intérêt général, et même quand on est un acteur public, mais a fortiori quand on est une association d'intérêt général avec des ressources, des moyens limités, on ne peut pas être partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme choix? D'où cette question que je vous posais sur quelles sont un peu les implications stratégiques pour vous. On reviendra avec toi, Émilie, juste après sur... là, tu citais le fait que tu disais d'où pardon, Actisab, le labo d'Activation, d'où le fait d'investir plus fortement le plaidoyer. Mais j'aimerais redonner un peu la parole à Marianne pour voir un peu justement quels sont les choix. Tu as évoqué tout à l'heure le repositionnement, les limites que vous avez vues à cette approche très basée sur des outils, sur du transfert de pédagogie, en disant, bah voilà, ça bloque à différents niveaux. On essaie de se repositionner. J'aimerais que tu reviennes un peu sur ce pivot. Moi, j'ai le souvenir que tu me racontais que, en fait, vous avez quand même eu, je trouve, un mouvement qui est assez courageux parce que vous étiez positionné sur quelque chose où vous aviez des gros contrats, vous aviez quand même un volume d'activité. Je pense que de l'extérieur, on pourrait se dire, bah, c'est une asso qui marche.
il y a de l'activité, vous êtes demandé. Je pense que si vous regardez vos KPI, vous les atteignez certainement en grande partie dans vos programmes. Comment vous avez réfléchi à où mettre de l'énergie et est-ce que tu peux raconter ensuite un peu plus précisément ce que vous faites maintenant, ce repositionnement qui s'est déporté des outils des pédagogies vers cette logique un peu plus à différents niveaux de libérer des énergies, ça se traduit par quoi, Marianne? Oui, carrément. Et effectivement, enfin, c'est ce que tu disais, nous, il y a un truc qu'on a vraiment compris dans notre vision du changement. Je dirais, on avait un peu ces croyances sur le fait que euh, enfin, un impact systémique, ça voulait dire forcément quelque chose de grand, d'important, alors que bah, de se co-former, on va dire, de réfléchir à ça, ça nous a vraiment pointé du doigt. euh, que, que c'était pas forcément que une logique de plaidoyer ou de transformation des structures, mais que c'était vraiment le fait, comme tu disais, d'aller déverrouiller un peu, créer des marges de manœuvre sur des acteurs qui pouvaient en fait faire boule de neige et qu'en faisant mieux collectif, on pouvait aussi peut-être mieux changer les choses et en changeant les relations entre les personnes. Nous, ce qu'on voit en fait, c'est que c'est beaucoup des questions d'humains et qu'il y a beaucoup d'associations qui font du plaidoyer, qui remontent ce qu'elles font, ce qui va pas aux institutions, mais qu'en fait, il y a un truc qui bug dans la relation et donc on s'entend pas d'un côté et de l'autre. Et donc, enfin, voilà, c'est sur ces relations-là qu'on a décidé de travailler. Et c'est ça que ça nous a apporté de se dire, en fait, c'est un peu de l'artisanat, c'est un peu... voilà, il faut y aller petite touche par petite touche, expérimenter, mais c'est cette vision que toutes ces petites touches peuvent faire effet boule de neige qu'on a à cœur. Et la question qu'on s'est beaucoup posée aussi, c'est qui doit porter ces changements, ces plaidoyers, c'est quoi notre place dans l'écosystème. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur l'encapacitation des acteurs et qu'on travaille vraiment à pas les déposséder de leur marge de manœuvre, y compris politique, stratégique. Et donc, et c'est ça qu'on a pas mal réfléchi. Nous, effectivement, comme tu le disais, parce qu'on a été très opportuniste et qu'on a saisi, comme je le disais, tous les petits intervalles, on s'est retrouvé à quand même accompagner et monter des projets d'ampleur et sur des questions de plus en plus. En fait, on glissait au fur et à mesure d'impact direct où on s'est retrouvé à accompagner des jeunes nous-mêmes. On fait partie des lauréats du plan Un jeune, un mentor. Où au début, on se disait c'est super, c'est une occasion d'aller expérimenter les relations entre des bénévoles issus du monde de l'entreprise et les jeunes et qu'est-ce que ça peut changer dans l'écosystème. Et en fait, comme c'est un plan euh, qui a le mérite d'exister, hein, mais qui est quand même plutôt basé sur une théorie du changement très volume, quoi, faire en sorte que le maximum de jeunes bénéficient du mentorat. En fait, on s'est retrouvé un peu prisonnier de cet élan-là. Et donc, pendant 4 ans, 5 ans même là, on a opéré un programme de mentorat qui nous prenait beaucoup de place, de temps et d'énergie. Et donc, on a décidé, au moment du renouvellement des conventions avec l'État, de faire un peu un gros pas de côté et de se dire oui, c'est important pour nous de continuer à accompagner des jeunes et de ne pas se déconnecter du terrain et des réalités, de continuer à vivre aussi dans notre chair, qu'est-ce que c'est être accompagnant jeunesse et aussi pris dans toutes ces complexités institutionnelles, financières. Donc, on avait, enfin, voilà, ces apprentissages, ils sont précieux, on ne voulait pas les laisser de côté, mais ils nous empêchaient en fait de faire ce pourquoi on s'est créé. Donc, on est passé d'un gros programme de 400 000 euros par an, plutôt sécurisé et assuré, à un petit programme qui aujourd'hui fait plutôt 150 000 euros par an et finance plus beaucoup de coûts de structure, mais on a fait ce grand pas de côté en se disant bah, voilà, il faut se recentrer, c'est pas ça qu'on poursuit, remettons-le vraiment au bon endroit dans notre stratégie. Donc ça a été une grande bascule à un moment politique hyper incertain, mais qui a été très porté collectivement dans l'association et puis qu'on a pu expliquer aussi à nos partenaires. Et pour le coup, on a été assez écoutés et par le ministère de la Jeunesse et par les fondations qui nous suivaient et qui ont soutenu ce changement en cours de route pour certaines. Donc ça, c'est très chouette. Et on a fait pareil, en fait, on devenait sous-traitant de grosses fondations, de grosses associations pour déployer les programmes qu'on avait conçus pour eux. Nous, à la base, on voulait concevoir les programmes, puis les outils, puis leur transmettre. Et en fait, on a créé une relation de dépendance où c'est nous qui continuions à animer. Donc, en fait, ça devenait un peu surréaliste. On recrutait des indépendants qu'on formait
et il y avait un verrou qu'on n'arrivait pas à débloquer. Puisque on n'arrivait pas à faire ce petit bout d'autonomisation qui manquait, quoi. Et on était un peu dans une boucle sans fin de discussion pour arriver à débloquer ça. Je pense que l'approche systémique, ça nous a apporté ça, de pouvoir se dire, bon, bah, en fait, on a l'impression qu'on a essayé 1000 choses, mais on est toujours en train de faire quand même. Et c'est le webinaire que tu avais fait sur l'approche de Palo Alto, Cyril. On est quand même en train de faire toujours la même variante de la même stratégie. Et donc, on nourrit une boucle relationnelle qui fonctionne pas. Et donc, on a décidé de faire un gros pas de côté et de se désengager de ces programmes-là, et de se dire après tout, enfin, c'est leur programme, leur projet, donc leur responsabilité de décider comment ils l'opèrent. Nous, on a fait le maximum de ce qu'on peut dans cette dynamique-là, et en fait, en continuant à répondre présent, on continue à entretenir cette dépendance et cette relation, et donc voilà, on va sortir de ça. Et donc pareil, c'était une source financière hyper importante, mais sur laquelle on a décidé que, enfin voilà, c'était pas aligné, qu'il fallait faire de la place pour pouvoir créer des nouvelles choses. Et donc la même année, voilà, on a renoncé à ces grosses prestations-là. Donc, on s'est un peu mis en déséquilibre sur notre modèle économique, mais ça a vraiment libéré du temps, de l'énergie à toute l'équipe pour pouvoir penser la suite. Et en fait, on était pris un peu dans cette boucle de fuite en avant, de se dire, ben, on a besoin de ces projets et de ces financements pour se stabiliser, pour pouvoir faire autre chose. Et en fait, ces projets et ces financements prenaient toute notre énergie et donc on n'arrivait jamais à faire autre chose. Et donc on s'est désengagé de ça. Bon, on l'a fait on l'a pas fait du jour au lendemain. On est encore dans des processus de sortie pour que ce soit juste et équilibré pour tout le monde. Mais c'est un peu les gros paris qu'on a fait pour pouvoir du coup laisser de la place et créer, on en parlera après sur les nouveaux programmes, mais les nouveaux espaces dans lesquels on a envie d'intervenir auprès des professionnels de la jeunesse et avoir vraiment du temps qualitatif. Et quand je dis jeunesse, je vois la question dans le chat. Nous, on bosse avec les jeunes de 15 à 30 ans, plutôt sur des questions un peu prétexte d'accès à l'activité. Mais en fait, derrière, on a un travail plutôt éducatif, de faire en sorte que chacun puisse se réapproprier son histoire, son parcours, retrouver un espace de dignité et un peu de solidité pour bah, faire des choix, affronter la suite. Et c'est sur ça qu'on se retrouve avec pas mal de partenaires jeunesse qui sont pas des professionnels de l'emploi, mais qui de plus en plus, de par les choix politiques, les centres sociaux, les services jeunesse, l'information jeunesse, enfin, tout se résume de plus en plus à la question de l'accès à l'emploi pour les jeunes. Et donc, ça crée en fait, des remous et des difficultés sans fin dans ce secteur-là. Même les éducateurs de la zone doivent travailler sur les questions d'emploi. Enfin, en fait, il y a vraiment quelque chose au niveau de nos politiques qui est en train de rajouter de l'attention à l'attention. Et mine de rien, c'est un bon moment pour travailler sur tout ça, puisque l'envie de changement arrive dans le secteur. Donc, ce qu'on essaye de porter depuis un moment est aussi en train d'arriver à maturité, en tout cas chez les partenaires et les alliés de longue date qu'on a. Donc, c'est hyper intéressant de voir que c'est des changements de temps long aussi. Que des choses, comme tu disais, Émilie, des choses qu'on disait déjà il y a plus de 10 ans, en fait, il commence à y avoir de la place, en tout cas, pour les adresser un peu plus directement. Merci Marianne. On va revenir dans. Je vois qu'il y a une question notamment sur cette dimension. Bah, quelles sont les conséquences aussi de ces choix? On y viendra plutôt en troisième partie du webinaire. Et je vais juste te laisser la place de développer un peu ces nouvelles activités, justement, notamment le centre de ressources et de ressourcement que vous développez, par exemple, ou les activités en tout cas qui sont dans cette optique. Mais peut-être je note juste deux, trois trucs. Déjà, c'est courageux de faire des choix comme ça. Je pense que c'est pas des choix qui sont évidents. Pour moi, un des enjeux de l'approche systémique, on essaye d'un peu mieux prendre l'ensemble d'un peu mieux regarder l'ensemble des dimensions des situations dans lesquelles on agit et des influences qu'on a sur ces situations. Ça amène surtout à se questionner sur sa plus juste place. C'est comment on ajuste notre place. Et j'ai l'impression que c'est des questions qui vous ont été chères quand tu dis bah, qui doit porter ce sujet. Et tu nommais d'ailleurs, bah, le but c'est pas de les déposséder, ce mot déposséder n'est pas anodin. Euh,
dans l'école de Palo Alto, on dit beaucoup qu'il ne faut pas être plus client que le client, entre guillemets. Il ne faut pas vouloir plus la transformation que les personnes qui sont dans ces chemins de transformation et ne pas déposséder. Je pense que c'est un peu de cet ordre-là aussi, de se dire c'est quoi ma juste place? Où est-ce que je pense être au bon endroit pour agir, à la fois parce qu'il y a des capacités de transformation et parce que je ne suis pas en train d'être plus client que le client, d'être plus en processus à forcer la transformation que le souhait de ces acteurs en question souhaitent se transformer. Après, je précise peut-être une chose et je te relaisse la parole, Marianne. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait quand même un choix audacieux qui quitte des logiques, notamment de, je ne sais pas si tu as utilisé le mot volume, c'est celui qui me reste en tête. Effectivement, je pense il y a toujours des dangers, et ça, beaucoup de disciplines l'ont montré en économie du développement, on le connaît très bien, ces dangers, entre guillemets, les risques qu'il y a à déployer à grande échelle une solution, à faire du volume. En fait, nous, quand on travaille sur les effets de bord, on aime bien questionner quels sont les effets non souhaitables de la généralisation de la solution que je porte. Et pour autant, le but, c'est pas forcément juste de balayer du dos de la main l'idée qu'il faille parfois avoir des réponses qui ont un certain volume. Ce qui est intéressant, c'est que vous, en tout cas, vous vous êtes aperçu des blocages que vous pouviez y avoir, de la fuite en avant dans laquelle vous étiez, et vous dire, c'est pas notre juste place. Ça veut pas dire qu'il faut jamais faire de volume, qu'il faut jamais avoir peut-être des politiques publiques parfois ambitieuses. Par contre, elles sont truffées de pièges. C'est pas parce que les choses marchent à une échelle locale ou expérimentale que, en le généralisant, ça fonctionnera. Il y a plein d'effets de bord liés aux enjeux de volume ou de temporalité. Et en tout cas, vous êtes questionné à l'aune de nous, notre propre juste place. Mais du coup, peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce que vous faites au niveau du centre de ressources et de ressourcement ou avec vos parties prenantes sur ces aspects-là. Est-ce que tu peux raconter un peu ça, s'il te plaît? Oui, carrément. Euh, Nous, une des choses qu'on a remarqué, c'est que les choix qu'on avait fait jusque-là de toujours euh, intervenir chez les structures qui faisaient appel à nous, bah, ça faisait qu'on était toujours dans leurs espaces à eux. Et donc, on devait jouer avec leurs contraintes et leurs règles du jeu. Et donc, bah, je prends un exemple concret. On accepte de faire une formation sur les pratiques d'accompagnement. Et en fait, dans cette formation, dès le début, ce qu'on va entendre de la part des participants, c'est beaucoup de colère, beaucoup de souffrance, beaucoup de sentiments d'impuissance. Donc, on va utiliser cet espace pour aller travailler là-dessus, mais le cadre sur lequel on a été missionné, c'est quand même de la formation. Et donc, à un moment donné, on est obligé de couper la chose qui est en train de se passer et qui est très chouette pour rebasculer sur des objectifs de commanditaire, voilà, et s'assurer qu'il y a un équilibre en tout cas entre les deux. Et donc, ces contraintes-là, on va continuer à y aller parce que bah, c'est une première rencontre et c'est aussi là qu'on peut planter des graines et commencer à amorcer le changement et la relation. Mais on se dit, il faut qu'on arrive à créer aussi nos propres espaces et surtout, il faut qu'on arrive à créer des espaces où les personnes peuvent venir indépendamment de leur structure. En fait, vu qu'il y a quand même une partie des problèmes qui est très organisationnelle, même si je crois que c'est encore plus structurel qu'organisationnel, il faut que les gens aient l'espace de s'exprimer un peu plus librement et aussi si eux ont l'intuition qu'on peut faire autrement, mais que leur structure n'est pas à cet endroit de réflexion, de maturité, toutes ces personnes qui ont envie de porter le changement, il faut qu'elles aient un endroit où elles puissent venir bah, être écoutées, trouver un peu de force, d'énergie, de bonnes pratiques, peut-être de connaissances, voilà. Et donc, on s'est dit que tout ce qu'on faisait, qui avait beaucoup de poids, c'était toutes les petites actions très informelles de l'à côté des modes d'intervention qu'on avait. Donc, les relations clients, les relations informelles qu'on garde après une formation, enfin, toutes les demandes d'aide qu'on avait. Ah, si j'ai envie de faire ça, je me dis que Powa peut être la bonne structure. Bon, mais il n'y a pas l'espace, mais on le fait quand même. Enfin, toutes ces petites actions très informelles, il fallait leur donner un espace d'exister et un contenant peut-être. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui rassemble tout ça? C'est vraiment la dimension de ressourcement. C'est ce qui sort à la fin de tous les modes d'intervention qu'on a. C'est, ah, je me sens mieux, je me suis allégée, j'ai envie d'y retourner, je me sens de nouveau capable pour les professionnels. Et la notion de ressources, en fait, tout ce qu'on s'est dit, ça m'a débloqué des trucs et je vois plus comment je peux ajuster ce que je fais pour que ça ait de la portée. Et donc, on a décidé de créer un centre de ressources et de ressourcement qui est une coquille qui peut accueillir beaucoup de choses, mais qui va nous permettre de créer des espaces aussi selon nos règles du jeu et de s'indépendantiser un peu de toutes les contraintes qu'il y a
dans les structures et dans le secteur pour pouvoir accueillir ben, tous les animateurs, éducateurs, médiateurs, conseillers en insertion. Peut-être demain, on ouvrira, et c'est ce qui est en train de se discuter, aux élus, aux personnes qui travaillent dans les collectivités, aux recruteurs. Enfin, c'est les discussions qui se passent, c'est un truc très ascendant, donc on le co-construit au fur et à mesure avec les professionnels qui viennent participer à ces espaces et qui nous disent, ah, bah, ok, ça c'est chouette, mais du coup, la prochaine fois, c'est vrai qu'on se sentirait prêt à accueillir des jeunes, prêt à accueillir. Donc, c'est hyper intéressant. On a cette logique de co-construction, mais c'est ça qu'on a recréé comme modalité d'action. Et je pense, et je finis peut-être là-dessus, ce qui nous a pas mal aidé dans l'approche systémique, c'est aussi à déplier à la fois le problème, comme tu le décrivais, Émilie, mais aussi les solutions. Et on se rendait compte que de fait d'avoir des moyens contraints, on essayait de faire rentrer beaucoup de choses dans des programmes. Et donc, derrière l'impact direct, on essaye de faire le petit pas de plus pour aller chercher la transformation plus profonde. Et en fait, là, on se dit, OK, comment on peut ne pas faire porter toutes nos actions à un seul projet? Et donc, on est en train de redécouper, de redéplier même nos projets pour se dire, ben, par exemple, ce centre de ressources, sa mission, c'est vraiment comprendre le système en créant de la connaissance entre professionnels et avec les autres parties prenantes qu'on décidera d'inviter au fur et à mesure et soutenir en capacité, enfin, donner de la force à ces professionnels-là. On sent qu'il y a des choses qui seraient plus de l'ordre de l'expérimentation. Là, ce qui est beaucoup en train de ressortir, c'est comment on arrive à recréer du dialogue avec les institutions. Là, on se dit, ça serait super de ne pas le penser sans les institutions. Et donc, il y a peut-être une exploration, un petit cheminement à avoir avec des acteurs jeunesse et des institutions qui ont envie de recréer ce dialogue-là. Au début, on s'est dit, on va l'encapsuler dans ce centre de ressources parce que je pense qu'il y a des besoins de ressourcement des deux côtés. Et puis là, on se dit, bah non, en fait, ça va faire partie d'un projet à part entière qu'on va assumer comme une expérimentation et sur lequel on va aller chercher des volontaires et des financements et voilà, on va le penser autrement. Mais je trouve que ça nous aide vraiment à déplier le truc en se disant bah, comment on donne une vraie place et comment on différencie bien les rôles et les modalités d'action dans lesquelles on est pour pas créer de la confusion et puis pour aussi se donner de l'oxygène et puis assumer, parce que je crois que c'est un de nos grands défis. Émilie, j'imagine que vous l'avez aussi. En fait, financer vraiment de l'expérimentation et de l'innovation, c'est très compliqué. C'est toujours très contraint et donc on finit toujours par faire les choses à moitié ou de manière précipitée et donc à pas vraiment arriver à créer de la valeur au bout. Et je pense que c'est cette maturité que ça nous apporte et peut-être aussi cette confiance, ce courage de se dire, bah non, ça, en fait, c'est de l'expérimentation, c'est de l'innovation. Et donc, en fait, on n'y va que si on arrive à avoir vraiment les moyens, quitte à créer moins d'innovation, moins d'expérimentation, moins de nouveautés, parce que c'est ce que les gens attendent beaucoup, bah, on va assumer qu'on ne le fait que quand on a vraiment les conditions et les moyens de le faire, plutôt que de s'épuiser, d'épuiser nos organisations et puis d'avoir quelque chose qui est en fait un peu mitigé au bout, quoi. Donc c'est ça qu'on est en train de déplier et c'est assez chouette. Donc voilà, on est à cet état de réflexion-là. Nous, on est des petits chimistes en plus de petits pirates où on teste beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment notre rôle dans l'écosystème. C'est aussi ce choix qu'on a fait. Active Action, vous avez vraiment l'assise et vous avez aussi fait des preuves. Et donc, je trouve que c'est passionnant là ce que vous arrivez à développer comme connaissance avec le lab. Nous, on s'est dit, bah, tiens, on a une morphologie, un état d'esprit, une culture d'organisation qui est plutôt vraiment très tournée dans l'expérimentation. Et donc, assumons de prendre ce rôle, en fait, de se dire, on va pas porter seul le changement, mais soyons un maillon qui est vraiment euh, disruptif, agitateur, poil à gratter dans la chaîne de valeur pour permettre à d'autres de se l'approprier et d'aller plus loin, quoi. Donc, c'est ça qu'on fait comme bascule et qu'on assume de plus en plus. Mais bon, work in progress, on chemine petit à petit. Merci Marianne, c'est chouette parce que c'est une bonne illustration, je pense, de cette réflexion sur les justes places. Et les justes places, c'est pas que est-ce que les réponses, les solutions que j'adopte atteignent leurs objectifs. On pourrait pendant longtemps, vous auriez pu pendant longtemps continuer à vous dire on a des KPI super sur l'adoption de mes outils ou le nombre de personnes formées. Mais en fait, en adoptant plus une grammaire du changement, c'est se dire tiens, bah, en fait, là, tu le nommais tout à l'heure, il y a une part d'empêchement qui est liée au contexte, les endroits où on intervient.
Donc on pourrait se satisfaire du nombre de personnes formées, mais on peut se dire il y a des limites dans le changement. Et cette grammaire du changement permet de vous dire bah, faut aussi qu'on crée d'autres espaces. Après, toute la difficulté, c'est, tu l'évoquais, tu te dis bah, en fait on essaye, on déplie un peu les, je sais pas comment tu nommais ça, on déplie les réponses qu'on apporte. C'est comment on discerne, mais en reliant quand même, sans recréer des silos. C'est ça toute la difficulté. Pour moi, c'est un des grands apports de la pensée complexe, de l'approche systémique, c'est de tenir ensemble des choses on les discerne, donc on arrive à distinguer leurs intérêts et les situations, les contextes dans lesquels ils ont du sens sans les séparer. Et quand on le fait en interne, on peut créer des liens entre des problèmes qu'on a. Et sinon, si c'est pas en interne, mais avec d'autres organisations, c'est comment on s'articule avec ces autres organisations. Peut-être ce sujet de comment discerner tout en reliant, j'imagine qu'il doit te parler. Émilie, je serais curieux que tu nous parles un peu plus au niveau, du coup, tu as cité l'Active Lab tout à l'heure, du coup, ces choix stratégiques que vous avez renforcés. Bah, ça se traduit comment? C'est quoi? Tu as cité le fait de renforcer votre action de plaidoyer, tu as parlé de l'Active Lab. Je serais curieux que tu déplies ça aussi, tu déplies, tu discernes en reliant ce que vous faites là-dedans notamment. Et pourquoi ce choix, d'ailleurs, tu l'as évoqué, mais pourquoi ce choix, si tu souhaites revenir dessus, de garder une présence sur le terrain, enfin d'agir un peu sur ces différents niveaux, présence sur le terrain, plaidoyer, etc. Je te laisse un peu la parole sur cette dimension plus des actions que vous portez. Ouais, bah, je peux rebondir sur ta dernière question, puis ça fait le lien avec ce que tu disais, Marianne, c'est que en fait, finalement, quand on apporte, enfin, si on veut créer un changement systémique et recréer ces liens de feedback, je trouve que le fait de vivre et de continuer à vivre la réalité et le concret des choses, c'est extrêmement important pour ben, le vulgariser et le passer avec les bons mots et avec aussi la bonne intention et donc enfin pour moi ça c'est vraiment important l'aspect rester dans le concret parce qu'en fait la réalité elle évolue tout le temps et donc il y a des nouveaux enjeux à chaque fois et en fait et en même temps le temps de changement systémique est beaucoup plus long. Et donc, en fait, c'est un peu ces injonctions paradoxales d'ailleurs, hein, c'est très difficile en tant qu'organisation de tenir ça. Mais finalement, bon, c'est un peu comme ce que vous faites, Poa, c'est qu'on essaye de tenir ce pari-là. Et pour le coup, je pense qu'il est important parce que c'est là-dedans aussi que réside de l'innovation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas encore faire ça. Il y a peu d'organisations. Enfin, en tant que société, on a besoin d'innover dans ces boucles de feedback, je pense. Et donc, c'est un peu ce qu'on tente de faire à notre petite échelle. Et donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle on veut garder du terrain et plutôt bah, en fait mieux vulgariser et trouver les moyens que le terrain influence plus les cadres politiques et vice-versa aussi parce que ça va pour moi ça va dans plusieurs sens et nous on aimerait aussi beaucoup amener les entreprises parce qu'en fait je trouve qu'on souvent on a tendance à un peu à opposer en fait ces acteurs et alors qu'en fait, ils traitent le même sujet et en fait, on a besoin que chacun bouge et fasse son petit pas, quoi. Et donc, en fait, c'est pour ça que pour nous, on veut rester sur le terrain parce qu'il y a vraiment des vrais besoins auprès des personnes en recherche d'emploi. C'est vraiment des situations dramatiques, donc il faut continuer à pouvoir innover là-dessus. Il faut pouvoir influencer les politiques publiques et puis il faut aussi pouvoir faire rentrer des nouveaux acteurs qui ont une influence sur ça. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle on veut continuer à travailler sur plusieurs dimensions de notre action. Et donc, et d'ailleurs, notre recherche là-dessus, elle nous renforce dans cette conviction. C'était finalement une conviction qu'on avait depuis le départ, mais en fait, la recherche qu'on fait sur les aspects systémiques, finalement, elle nous a aussi donné encore plus confiance là-dedans, alors que des fois, c'était un petit peu difficile de tenir ce discours, d'ailleurs, il y a quelques années, quoi. Donc voilà pour, par rapport à ça. Et pour l'Active Lab, en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait au sein de l'Active Lab, c'est qu'on a une partie vraiment mesure d'impact et amélioration continue de nos actions historiques. On a une partie qui est vraiment plus, en fait, comment dire,
faire de la recherche-action. Donc, c'est des projets de recherche-action, comme un peu sous le même principe que tu disais, Marianne, c'est que du coup, en fait, on cadre mieux les projets de recherche-action en se disant, bon, ça, c'est un projet et on n'essaye pas de faire avec des bouts de temps de quelque part d'autre, etc. Et une autre partie du lab qui est vraiment sur l'aspect vulgarisation et plaidoyer. Donc, en fait, ça se nourrit comme ça, donc en termes d'organisation. Et un des gros projets là qu'on a et qui est en train de se terminer, dont on est en train de faire plus l'aspect diffusion, c'est un projet d'impact collectif qu'on a mis en place depuis plus de 2 ans maintenant et qui vient en fait, notre cœur de métier historique, c'était d'accompagner des personnes en recherche d'emploi et notamment en QPV. Donc, on nous avait demandé de venir en QPV, donc les quartiers politiques de la ville, donc les cités, enfin voilà, il y a plein de noms pour ces territoires, mais des territoires en fait où il y a des personnes qui sont dans des situations de fragilité et de précarité forte. Et en fait, on s'est rendu compte que pour mener à bien notre action, bah, on faisait beaucoup de liens avec les acteurs, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était aujourd'hui, en fait, on est presque plus demandé pour créer ce lien entre les acteurs, créer de la coopération entre les acteurs locaux qui sont là depuis très longtemps sur les territoires et des fois qui ont du mal à se parler parce qu'il y a des logiques de concurrence, etc. Et donc en fait, on s'est dit, mais en fait, là, il y a quelque chose à faire parce que mine de rien, ces acteurs-là ont la même intention, c'est mieux accompagner les personnes. Par contre, il y a un cadre de travail qui génère de la concurrence ou en tout cas qui génère des effets négatifs. Travaillons là-dessus. Et donc, le projet Impact Collectif, ça a été un de nos projets là sur plusieurs années. Et c'était intéressant parce qu'en fait, ce projet, il a été là aussi au moment où ils sont arrivés les cités de l'emploi, qui était un grand dispositif national que nous, on a vu voir émerger dans plusieurs villes dans lesquelles on était présent, vu qu'on est présent dans plusieurs villes. Et en fait, ça nous a aussi beaucoup conforté sur travailler sur l'aspect plus systémique et surtout la question de la relation, comme tu le dis toujours, Cyril, et que c'est presque plus ça le plus important que les grands cadres de pensée, parce qu'en fait, on a vraiment vu que le même cadre de pensée politique, la manière dont il est mis en œuvre sur les territoires, il est extrêmement différent. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est le relationnel entre les personnes. Et donc, on a beaucoup travaillé aussi les questions de compétences et de posture. Et donc, ça fait partie aujourd'hui de nos sujets de recherche au sein du lab. C'est en fait comment on travaille ces fameuses compétences relationnelles, les compétences psychosociales, que ce soit pour les personnes en recherche d'emploi, mais en fait aussi pour les accompagnateurs et tous les acteurs qui gravitent dans cet écosystème et qui ont un impact dessus. Donc ça, c'est un gros projet. Donc on a créé un centre de ressources dédié à ça. On a fait toute une série de webinaires fin d'année. Et du coup, on pourra vous transmettre le lien vers ce centre de ressources aussi. Il y a les replays des webinaires. Ça, c'est un gros sujet là du lab. Et ensuite, maintenant, on continue sur d'autres aspects qui sont un peu plus les aspects de justement l'influence des entreprises sur le vécu du chômage et sur le fait qu'en fait, finalement, ça peut des fois éloigner les gens encore plus de l'emploi. Donc on revient dans ces boucles de rétroaction où en fait le chômage crée des coûts sociaux et ces coûts sociaux quand ils sont pas traités en fait renforcent les coûts sociaux du chômage. Donc on va beaucoup travailler sur ces sujets-là. Tu peux juste préciser ce que tu entends par l'influence des entreprises sur... Pardon, l'influence des process de recrutement. Hmm. L'exemple que je donnais tout à l'heure avec l'enquête, enfin en fait on a fait cette enquête parce qu'on avait vraiment des intuitions terrain, on voyait qu'il y avait des personnes qui étaient reboostées, qui avaient vraiment envie de retrouver un emploi, etc. Et en fait qui vivaient une expérience de recrutement assez traumatisante et en fait ça les remettait dans une boucle où en fait il faut refaire du travail social. Voilà l'idée de se dire en fait finalement aujourd'hui nous on pense que les entreprises et la manière dont elles font du recrutement ça peut être un levier pour réduire les coûts sociaux liés au chômage. Et on a aussi une autre enquête là-dessus qui est plus sur comprendre à quel point le vécu, comment, la manière dont on sort de son dernier emploi
à quel point ça a un impact sur la durée du chômage et sur le vécu du chômage. Et ça, c'est pareil, c'est des intuitions terrain. Donc ça répond aussi à la question que tu disais, pourquoi est-ce qu'on veut garder le terrain? C'est parce qu'en fait, ça nous donne aussi des intuitions de recherche. Et donc là, voilà, on est en train de chercher des financements pour financer cette étude parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faisceaux d'indices qui vont dans ce sens, mais il n'y a pas encore en fait d'études scientifiques sur le sujet. Et ça, c'est aussi une des raisons peut-être là qui est plus la raison pour laquelle on veut investir dans du plaidoyer, c'est qu'en fait, aujourd'hui dans la recherche, qui finance la recherche, c'est soit l'État, soit des entreprises. Et donc en fait, c'est leur question à laquelle elles répondent. Et je trouve que nous, je pense en tant qu'association, on a envie de porter nos questions. Et donc, par exemple, sur ce sujet-là, c'est hyper intéressant parce que les données scientifiques, elles sont très orientées questions des entreprises ou questions des politiques publiques. Et en fait, nous, notre question de se dire, est-ce que le vécu du dernier emploi a un impact sur le vécu du chômage, elle n'est pas traitée. Par contre, c'est traité que le vécu du dernier emploi a un impact sur le prochain emploi, mais pas Mhm. sur la période entre, quoi. Merci, Émilie. C'est pas intéressant parce que quand tu parles de cette dimension relationnelle, l'enjeu, c'est pas de dire il faut que sur un écosystème qui travaille sur un sujet donné, tout le monde soit copain et se tape dans le dos. En revanche, c'est comprendre qu'il y a beaucoup de blocages qui viennent du fait que chacun étant sous contrainte, avec souvent des injonctions paradoxales très fortes du cadre structurant dans lequel on agit, fait que en fait, on est plus en train de se gêner. On parle beaucoup d'adversaires accidentels en systémique. L'action de l'un gêne l'autre, l'action de l'autre gêne l'un. Et en fait, on est pris on crée des résultats assez dysfonctionnels, assez non souhaitables par les contraintes qu'on a. Et du coup, c'est au niveau de cette dimension interactionnelle, relationnelle que on peut créer parfois un certain nombre de marges de manœuvre. Ça fait le lien un peu entre toutes les. Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la coopération. Euh, Notamment, il y a tout le corpus d'Anne et Patrick Beauvillard de l'Instercop qui est accessible en open source sur la maturité coopérative, qui est extrêmement aidant. Je pense qu'on essaie d'avoir une approche plus systémique. Je les ai entendus notamment dire une fois, mais je ne sais plus de qui vient la phrase, mais je les ai entendus reciter que la coopération, c'est l'expression sociale de la complexité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, face à ces environnements complexes, on a un enjeu à mieux comprendre cette complexité, mieux comprendre le problème. Nous, c'est beaucoup ce qu'on déploie et mieux agir là-dedans en tant qu'organisation, mais aussi collectivement. Et je pense que ce que vous apportez sur les méthodes d'impact collectif, notamment, vont dans ce sens-là, c'est se dire comment on se donne aussi collectivement des capacités à agir dans ces environnements complexes. Et ça demande peut-être un langage commun, des référentiels communs, des postures, des modes relationnels, des modes interactionnels. Euh, mais du coup, je serais curieux, Émilie, on va se garder, on va prendre allez, 4-5 minutes chacune pour parler. On pourrait pourtant prendre plus de temps, mais le temps file et je suis bavard. On va prendre 4-5 minutes pour parler un peu des enjeux que ça pose pour vos organisations respectives. De ton côté, Émilie, donc par organisation, ça peut être quel défi ou quels apports ça amène en termes de compétences, en termes de restructuration, de postes, de rôle, j'en sais rien, mais qu'est-ce que l'approche systémique a pu amener comme nouvelle capacité ou comme défi à ton organisation, Émilie? Et je poserai la même question ensuite à Marianne. Qu'est-ce que tu veux nous partager là-dessus? C'est assez paradoxal parce que je pense que d'un côté, l'aspect systémique, c'est quelque chose qui attire en termes de RH. Et en même temps, c'est un vrai défi aussi parce que en fait, on fait en marchant et donc ça crée des fois de l'incertitude et du flou. Et ça, en RH, en général, c'est pas la meilleure chose. Donc il y a cet aspect assez paradoxal où en fait, adopter une approche systémique, c'est quelque chose qui peut donner du sens, qui peut donner beaucoup de sens aux équipes parce qu'en fait, quand on est que sur le terrain et qu'on voit entre guillemets, toute la misère du monde et qu'on se sent impuissant face à ça, de pouvoir repositionner sa structure dans quelque chose de plus systémique en montrant, mais en fait, nous, on est un des acteurs, voilà tout ce qui se passe. Enfin, je pense que ça redonne beaucoup de sens aux équipes. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de défis RH, ça veut dire en fait comment est-ce que on gère cette incertitude et des fois aussi le flou, le fait de pas voir directement les résultats de ce qu'on fait, qui peut aussi être démotivant. Enfin voilà, donc pour moi, je trouve qu'il y a un aspect RH qui peut être un défi. Et en même temps, finalement, c'est des fois c'est aussi une solution parce qu'on avait fait
justement du travail sur les injonctions paradoxales, donc qui était un outil qu'on avait, enfin voilà, qui nous est venu en tête quand on était lors de la colo. Et ça a été hyper intéressant pour les équipes parce qu'en fait, ça mettait des mots sur des vécus et sur des ressentis, sur des intuitions, mais qui sont pas forcément toujours verbalisés. Et donc voilà, pour moi, c'est un peu ces deux aspects-là, c'est le côté positif et le côté négatif, c'est qui est surtout l'aspect RH. Et après, bon, le grand défi, ce n'est pas une surprise, hein, c'est l'aspect financier. Je pense que je n'étonnerai personne en disant ça. Bah en fait, les cadres financiers, mais en même temps, enfin, c'est tout le paradoxe, c'est que finalement, quand on est dans l'innovation, par définition, il n'existe pas encore tout à fait les cadres de pensée qui nous seraient complètement favorables. Donc, il faut réussir à les creuser. Ça crée beaucoup de tensions bah, financière parce qu'il faut savoir faire le lien entre les enjeux actuels des financeurs et là où nous on veut aller. Ça c'est un sujet, mais je trouve que finalement les choses évoluent, même si par exemple nous qui travaillons sur les coûts sociaux et sur la santé mentale des personnes en recherche d'emploi, la première année où on a été financé uniquement là-dessus, c'était 2025, donc quasiment 10 ans après la création de l'asso. Et donc, du coup, il faut jouer avec enfin, jouer. Il faut s'adapter avec ces cadres-là, mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on influence les cadres de pensée. Donc, voilà, c'est toujours un peu ce paradoxe-là. Et je pense qu'en vrai, c'est ça qui peut être aussi un vrai challenge, un vrai défi, c'est de, voilà, je sais pas comment dire, de rester ancré, on va dire, quand on est pris par beaucoup d'injonctions paradoxales. Voilà. Je pense on fera un webinaire à l'occasion sur ça, notamment aller travailler sur les polarités à l'œuvre dans notre organisation ou dans les situations sur lesquelles on travaille quelque chose d'assez puissant, comme tu disais, en fait, nommer les injonctions paradoxales, ça permet de mieux les comprendre, probablement d'un peu moins les subir. Et c'est vrai que souvent, quand on parle un peu des liens entre différents niveaux, derrière, il y a des polarités, donc des pôles qui peuvent être à la fois en relation et se gêner. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, en amenant une réponse, en se concentrant avant tout sur une réponse individuelle à un problème comme le chômage, bon, on va en partie masquer la responsabilité collective qu'on a en tant que société à avoir une place juste et non maltraitante, non déstabilisante pour les personnes au chômage. Et en même temps, si on se concentre essentiellement sur la dimension collective, on peut prêter le flanc à une déresponsabilisation individuelle, donc on doit faire avec. Et ces deux dimensions sont à la fois complémentaires, en même temps elles se gênent. Et souvent, si on n'arrive pas à le nommer comme étant une polarité à l'œuvre avec son lot de bénéfices, d'inconvénients et la manière dont ça peut être à la fois en synergie et se gêner, Edgar Morin parle de dialogie pour parler de ça. Si on le voit pas, ben on le subit et du coup c'est là où on se retrouve dans des injonctions paradoxales et ça peut être assez difficile à vivre. Donc ça peut être des concepts qui effectivement peuvent apaiser et aider à avoir un peu de prise sur les situations. On reprendra, je pense, du temps à l'occasion là-dessus. Marianne, de ton côté, tu as quand même évoqué quelque chose d'assez costaud en disant bah, on s'est coupé de financement assez important, ça a forcément des conséquences organisationnelles. Malheureusement, on n'a pas un temps énorme pour évoquer ce sujet qui est loin d'être petit. Tu veux nous en toucher quelques mots éventuellement? Oui, oui, j'ai le double bingo sur ce que disait Émilie, hein. Enfin, RH et recherche de financement, c'est vraiment les deux plus grands défis sur les RH. Ouais, nous, on a eu pas mal de mouvements. Du coup, le mouvement naturel des choses a fait qu'on n'a pas été dans que nos choix financiers ont pas amené de licenciement ou quoi que ce soit. Enfin, ça a été vraiment comporté. On a la chance d'avoir une équipe qui est hyper engagée et solidaire du projet. Et donc, toutes les personnes ont soutenu ce pivot, même quand ça les mettait en inconfort et même quand c'était difficile pour elles et que ça a même amené des sorties, hein. Nous, on a 4 personnes sur 8 qui sont parties là sur l'année dernière. Euh, Émilie, tu parlais de la difficulté de piloter les RH parce que, en fait, avec l'approche systémique, on découvre toujours des nouveaux besoins et donc des nouveaux besoins aussi de compétences et le puzzle, il est plus difficile à faire. Nous, je crois qu'on l'a vécu même à un niveau individuel, quoi, de se dire, en fait, ça change profondément la nature de nos métiers, de nos postes et donc de pas voir forcément, enfin, d'être toujours un peu dans une logique de pari, quoi. On fait le pari que ça va débloquer des choses, on fait le pari que ça va avoir un impact
pour les jeunes, qui est la chose qui nous rassemble, nous, dans l'association. Enfin, ce truc un peu plus long terme, un peu plus incertain, il a été assez difficile à vivre pour chacun et chacune. Et enfin, voilà, c'est ce qui a été, je pense, c'est ma relecture de la situation. Je ne veux pas enlever les mots de la bouche des personnes qui l'ont vécu, mais c'est une des choses qui a provoqué les départs. Et puis, en fait, je trouve que c'est fatigant aussi pour les équipes, quoi, de se réinventer en permanence, d'accepter de lâcher des choses qu'on aime faire parce qu'en fait, c'est pas ça qui est le plus utile, de se rendre compte que ce truc-là, on le fait bien, mais en fait, il y a déjà d'autres gens qui le font et c'est bien fait, et donc on va aller créer de la valeur ailleurs. Enfin, euh, je pense que c'est pas, faut pas invisibiliser la charge que c'est pour les organisations que de jouer le jeu de ces évolutions et ces transformations-là. Et qu'en plus, quand les organisations bah, voilà, ont une incertitude financière, sont un peu fragiles sur ce niveau-là, ça peut créer voilà, plein de tensions personnelles, en fait. Ça vient questionner même nos rapports au travail, quoi. Est-ce que c'est un projet technique, un projet politique? Est-ce qu'on est en train de travailler? Est-ce qu'on est en train de militer? Nous, c'est des questions, des polarités, comme tu dirais, Cyril, qui nous traversent régulièrement et qu'on a beaucoup discuté. Donc, on a eu pas mal de départs, mais qui ont été quand même globalement, je pense, fertiles et pour les personnes et pour la structure. Et voilà, on n'a pas le temps et puis c'est encore frais chez nous, donc je vais pas les creuser plus là. Je, je les partagerai quand on aura pu débriefer avec les personnes. Et je pense sur le côté financier, moi je trouve ce qui est difficile, c'est de rentrer dans les cases. En fait, nous, quand on doit remplir un appel à projet sur le nombre de bénéficiaires, vu qu'on n'est pas sur un impact direct, en fait, on peut trouver plein de mécanismes de compensation de piraterie presque pour arriver à répondre à des cases avec d'autres informations. Mais c'est ça qui est très difficile, c'est de décrire des mécaniques complexes qui demandent presque euh, de pouvoir avoir une discussion technique, experte avec les personnes qu'on a envie d'embarquer dans le projet. Et ça demande des financeurs qui sont prêts à aller dans ce niveau de complexité, à venir dans ce niveau d'inconfort aussi, parce qu'en fait, qui dit complexité dit c'est pas des résultats qu'on peut afficher très simplement, de manière très lisible et simple. Et donc, ce défi-là, il est quotidien. Et après, je rejoins Amélie, moi, je sens que ça bouge. Enfin, on a une écoute, une attention. On voit plein d'autres manières de sourcer les projets, de rentrer en relation qui commencent à émerger. Donc, je suis optimiste, mais c'est tout le sujet de tenir entre la transformation euh, des visions du changement et puis le maintenant d'une structure, comment on fait le pont, c'est ça tout le défi. Et ça demande aujourd'hui aux associations d'assumer quand même beaucoup ce risque-là. Bon, nous, pour le moment, on est prête à le faire, mais à suivre. J'en profite, Marianne, pour relayer ici une question qui a été posée dans le chat et qui pourrait trouver sa place maintenant. C'est de se dire, quand vous avez dû faire, enfin voilà, prendre, et ça peut concerner aussi Émilie, bien entendu, mais quand vous avez dû prendre ces décisions de d'abandonner certains projets, de se recentrer, euh, aussi peut-être d'accepter ces départs. La question qui se pose, c'est comment on prend ces décisions dans une organisation comme la vôtre, qui les prend et peut-être euh, au-delà de ce que tu nous as déjà partagé, qu'est-ce qui fonde cette assurance que c'est la bonne décision? Sur quels critères? Au-delà d'avoir réfléchi à sa juste place, est-ce qu'il y a autre chose? Nous, quand on a des grosses décisions à prendre comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on réécoute beaucoup toutes les parties prenantes, toutes les personnes concernées au sein de l'organisation et dans notre écosystème. Et donc, ces décisions, elles ont été prises vraiment avec les jeunes, avec les partenaires, avec les financeurs, avec toute l'équipe. Enfin, ça a été des longs processus d'écoute, de discussion, de réflexion. On n'a pas une gouvernance traditionnelle et donc on a des cadres assez mouvants là-dessus, mais du coup, ce qui fait que bah, on crée pour chaque décision un processus de décision, mais ce qui est vraiment commun à tous, c'est qu'on va réécouter
et que c'est ça en général qui nous apporte même et qui fait que les personnes qui ont été impactées par ces décisions ont quand même soutenu ces décisions et dit ouais, on est d'accord, hein, c'est vers là qu'il faut aller. Nous, ça nous va pas, mais c'est vers là qu'il faut aller. C'est qu'on a tellement entendu le terrain et qu'on a tellement dans l'équipe des gens qui sont convaincus de ce qu'on fait que l'intérêt du projet va toujours passer sur les intérêts individuels. Et donc, je pense cette force de l'écoute, elle est, euh, elle est primordiale dans les décisions complexes qu'on a dû prendre. Et c'est ce qui fait enfin, que le projet, je pense, est encore debout avec tout ce qu'on a traversé. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant à partager. Et après, bah, ce que ça nous a appris dans l'organisation, nous, on était très informels. On a remis des verticales. Moi, j'ai repris une direction générale l'année dernière pour justement cristalliser tous ces processus d'écoute et de décision, et puis aussi créer des cadres plus formels, juridiquement, légalement, et accompagner au mieux les sorties. Quand ça a commencé à secouer niveau RH, on s'est dit que on devait euh, quand même s'offrir ça collectivement. Donc voilà, mais je l'ai prise et puis je l'ai redonnée quelques mois après. Je ne suis plus directrice générale et je suis très contente. Émilie, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, sur cette question de la manière dont vous restez, je peux peut-être l'élargir. Comment est-ce qu'on reste à sa juste place? Tu parlais d'être sur le terrain, mais en fait, je pense qu'être sur le terrain ne suffit pas à être sûr qu'on est à sa juste place. Donc, avec quels critères est-ce qu'on pense ça? Là, Marianne évoquait le fait du dialogue permanent et de l'écoute avec les parties prenantes. Yannick Léniel qui bosse beaucoup sur les sujets de coopération qui disait en fait un des enjeux c'est d'avoir un peu un système nerveux à l'extérieur de l'organisation. J'aimais bien cette image, un système nerveux. Le but c'est que si je mets ma main sur une plaque de cuisson, ça va brûler tout de suite et ça me permet j'ai un feedback en fait immédiat de mon environnement matériel immédiat. Et pour une organisation, c'est un des défis de se dire comment est-ce que j'ai mon système nerveux, comment j'ai des retours, du feedback de la part de mes parties prenantes, de ce qui m'entoure. Mais je serais curieux de savoir un peu toi comment tu t'essayes de sentir justement cette juste place, à quels critères est-ce que ou avec quelle modalité est-ce que vous explorez ces questions? Vous vous dites, on est sur les bons rails, on confirme, on bouge un peu, on bouge beaucoup, on fait la même chose mais différemment. Enfin, j'en sais rien. Comment tu te nourris de ça avec ton équipe? Bah, moi, ça me parle bien là, l'image que tu viens de donner, la question un peu du système nerveux ou pas. Et en fait, du coup, moi, ça me fait revenir à la question des compétences et de la posture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est possible d'avoir ce feedback de plein de gens et de pouvoir gérer ça. Mais quand en fait, on crée aussi les conditions pour que les gens nous donnent ces feedbacks de manière authentique. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment ça le sujet. Et quand tu parles, Marianne, de l'écoute, en fait, c'est aussi parce que tu as cette posture-là d'écoute qui fait que, en fait, même si les gens sont impactés négativement par une décision, mais en fait, s'ils se sentent respectés, écoutés, ben, en fait, le sens prime parce que, ben, en vrai, souvent, les gens qui font nos métiers, c'est parce qu'ils ont besoin de sens. Donc voilà, moi, je pense que la question de l'écoute des parties prenantes, c'est clé, mais c'est aussi la posture pour écouter, parce qu'en fait, finalement, si on vient écouter et qu'on sait déjà ce qu'on veut qu'ils nous disent, je pense que ça se passe pas aussi bien, entre guillemets, et ça nous coupe de certains signaux. Donc, il y a vraiment je pense, ce sujet-là. Euh, Nous, après, en interne, en fait, on a la spécificité qu'on a sur le terrain, c'est qu'en fait, on accompagne les personnes en recherche d'emploi, mais en fait, on les forme aussi pour que pour qu'elles puissent créer leurs propres ateliers ou animer leurs propres ateliers. Donc, en fait, on a des feedbacks constants des personnes qu'on accompagne. Et donc, ces questions d'intuition terrain pour se dire, bah tiens, est-ce que ça, c'est un sujet de recherche qu'il faut aller. Enfin, c'est des choses finalement qu'on sent au quotidien parce qu'en fait, on est au quotidien avec des personnes qui vivent la réalité des choses. Alors même que nous, enfin, c'est vrai que nous, à la base, on a créé Active Action parce qu'on était nous-mêmes en recherche d'emploi, mais c'était il y a 12 ans. Et donc, en fait, les contraintes, elles sont plus les mêmes. Ce qui nous pressurise en tant que personne en recherche d'emploi, il y a des choses qui sont encore pareilles, mais il y a des choses qui sont aussi différentes. Et par exemple, typiquement, dans un de nos programmes de recherche-action auprès des jeunes au RSA, euh, une des choses qu'on a ressenti, c'est depuis le Covid, c'est l'augmentation des enjeux d'anxiété sociale chez les jeunes et qui aujourd'hui est
est un vrai frein au retour à l'emploi. Alors que c'est pas encore vraiment pensé comme ça par la politique publique. Et donc, du coup, typiquement, là, aujourd'hui, nous, notre objectif avec le lab, c'est de documenter ça et de pas se dire que c'est que du terrain, mais de le documenter pour le faire passer à nos financeurs et pour leur dire. Parce qu'on a un de nos financeurs qui nous dit, ben, en fait, qui nous oriente des jeunes en disant, ben, en fait, on a levé les freins de mobilité, les freins Internet, etc. Et donc, c'est des jeunes qui sont proches de l'emploi et on leur dit, ah non, mais enfin, attendez, parce que là, il y a un tel sujet d'anxiété sociale qu'en fait, ils sont pas encore, ils sont pas proches de l'emploi. Il y a un nouveau travail d'accompagnement à mettre en place et il va falloir le financer, ça, parce qu'en fait, sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, c'est un peu créer ces espaces de dialogue et de réflexivité qui nous permettent d'avoir ça. Et après, il y a quand même, bah, enfin, il y a ce qu'on a envie de faire, et puis après, il y a quand même, dans les choix, il faut pas oublier qu'il y a une contrainte financière, quoi. Donc, on peut pas toujours faire nos choix librement. Il y a aussi ben, ce qui est financé et ce qui est pas financé. Voilà, nos choix, ils sont pas toujours libres, en fait, non plus. Je pense que ça, faut quand même aussi le rappeler. Euh, et, euh, et par exemple, un autre exemple justement toute cette réflexion qu'on a eue là sur la question des freins à l'emploi et de se rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, c'était pas pensé comme un frein, la question de l'anxiété sociale, c'est venu beaucoup nous questionner sur le terme de frein. Parce qu'on a eu cette discussion avec les gens et on s'est dit, mais en fait, est-ce que vraiment c'est un frein ou est-ce que c'est pas une condition nécessaires pour être en emploi? Tout ce qu'on appelle aujourd'hui des freins à l'emploi, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas des conditions nécessaires pour être en emploi? Parce que dans les freins, on parle de garde d'enfants, on parle de mobilité, on parle de compétences numériques, etc. Et comme on n'a pas toujours réussi à être entendu sur la question du frein invisible qui est la question relationnelle, bah en fait, nous, c'est venu nous dire, bah en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme de frein? En fait, je crois que ça ne nous va pas. Et donc, du coup, voilà, ça fait partie. Donc, aujourd'hui, on est en train de se poser cette question. Donc, je pose la question beaucoup autour de moi en disant, mais tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce terme? Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'en fait, on n'est pas juste en train de redire ce terme parce que c'est le terme qui est utilisé? Et donc, voilà, là, le fait d'avoir discuté de ça avec plein de personnes, on s'est dit, bah tiens, ça va être un sujet qu'on va essayer de porter pour un exemple très concret de comment on a fait. Donc, il y a rien de très formalisé, mais ça vient, oui, de l'écoute et de la réflexivité avec nos différentes parties prenantes, quoi. Merci. Marion, je ne sais pas si, si je te laissais le mot de conclusion ou si je conclus. Je te laisse conclure, Cyril. Merci pour ces propos d'une grande sagesse à toutes les deux. Je note cet enjeu de la réactualisation permanente, c'est intéressant et qui est lié au défi que tu évoquais tout à l'heure, de se dire, bah, en fait, le changement, c'est un changement du temps long et puis les problèmes en même temps évoluent en permanence. En même temps, il y a aussi une grande stabilité de situation et des choses qui ne bougent pas. On parle beaucoup d'homéostasie en systémique, il y a des choses qui ne bougent pas. Et puis en même temps, il y a une évolution sociale, technologique qui fait qu'on ne peut pas pour autant se contenter des constats qu'on a fait il y a 5 ans ou 10 ans. C'est un vrai défi, hein, et je suis content que vous ayez aussi partagé les difficultés que ça pose. Nous, on prétend surtout pas que l'approche systémique, c'est la solution, c'est la panacée, c'est la solution à tous les problèmes. Je pense que s'approprier des concepts, chausser des lunettes systémiques, adopter une pensée plus complexe, ça permet d'un peu mieux naviguer, parfois d'un peu mieux subir, parfois ça demande d'avoir un peu plus de prise, de faire des choix parfois un peu plus pertinents, je pense. Ça ne suffit pas, mais c'est quand même grandement utile. On voit aussi que ça demande du courage. Moi, quand même, quand je vous entends, je me dis, vous êtes quand même sacrément courageuse, vous et vos équipes. Et ça demande de ça aussi, de la générosité et du courage. Pas que travailler pour soi sur ses objectifs, pour son organisation, mais parfois sacrément au-delà et parfois même au détriment propre de son organisation. Donc, bravo à vous pour ce courage. Merci pour il y a eu beaucoup de réactions dans le chat, des questions, des réactions. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. Merci surtout à Émilie et Marianne pour ces témoignages en sincérité, en profondeur, en transparence. Moi, je me suis régalé en tout cas. Je suis prêt à affronter la canicule, revigoré, frétillant, et voilà. Merci à tout le monde. Le replay sera disponible en ligne prochainement sur la toute nouvelle chaîne YouTube de l'exploration systémique. Merci Marion. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. On va explorer des nouveaux
pans de l'approche systémique, de la complexité, de nos modes d'action d'acteurs de l'intérêt général dans tous ces contextes. Donc, rendez-vous bientôt autour de tout ça et très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Au revoir.